Ben, bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. On est en juin et puis il fait super beau, c'est l'été qui est arrivé, fait que ça met de bonne humeur. Aujourd'hui, pour ce rendez-vous de webinaire, on va parler des engagements, des employés. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en consultation, notamment qu'on a beaucoup entendu dans les derniers mois. Des employés qui nous disent qu'ils se sentent comme des numéros. Puis comment ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent comme ça? On a eu le goût d'approfondir cette question-là. Comment est-ce que le désengagement amène un employé à se sentir comme un numéro? D'où ça vient ce sentiment-là? Puis d'où ça vient que cette expression-là, je me sens comme un numéro, soit si commune? Ben, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je suis Catherine Frenette, j'ai un MBA en management et je suis aussi chargée de cours. J'enseigne à l'Université Sherbrooke et à l'Université Laval en management, en gestion du changement, en développement des personnes et des organisations. C'est un petit peu mon titre comme experte, mon expertise chez Escalon. Je suis facile à trouver sur LinkedIn aussi. Escalon, c'est quoi notre mission? Notre mission, c'est d'aligner les talents dans nos organisations aux besoins des organisations pour que, ben, comme une personne est sur son X, tu sais, quand elle a du fun à travailler, elle a l'impression que les choses se passent bien, on est dans la zone, on est efficace, on est performant, on est de bonne humeur aussi, on aime ça, ce sentiment-là. Au niveau personnel, on connaît bien ça. La mission d'Escalon, c'est d'amener ce sentiment d'être sur son X au niveau de l'organisation, ce qui nous permet, dans le fond, de travailler sur la santé organisationnelle. Aligner ses talents à ses besoins, prendre soin de sa santé organisationnelle, prendre soin de la culture de son organisation. Pourquoi c'est important? Ben, il y a un article de management, MIT Sloan Management Review qui nous rappelle que les entreprises qui gèrent leurs talents et leur culture stratégiquement, qui prennent soin de leurs talents, de leurs employés, qui prennent soin de les motiver, de les mobiliser à travailler et qui prennent soin aussi de la santé de leur organisation, ben, en général, ces entreprises-là, ils affichent en moyenne une performance 25 supérieure à celle de leur secteur. Qui n'aimerait pas être 25 plus performant que ses concurrents du même secteur? Ben, on n'en a pas trouvé des entreprises que ça n'intéressait pas. Et voilà pourquoi c'est important. Pour aligner nos talents à nos besoins, ben, il faut que nos employés soient engagés, il faut qu'ils soient motivés. Et puis c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de comment est-ce que le désengagement amène nos employés, tranquillement, pas vite, avec le temps, à se sentir comme des numéros. Comme on disait, c'est une expression très commune, hein? D'où est-ce que ça vient qu'un employé va dire, avec la voix de désengagement et un petit peu de manque de patience et de fatigue dans la voix, je me sens comme un numéro. Alors, je vous propose de commencer par une étude, dans le fond, une histoire. On va voir l'histoire d'Émile. C'est un composite parce que à travers notre étude de marché chez Escalon, ce qu'on avait découvert là, parmi nos entrevues qu'on a faites avec des employés, on a observé qu'environ 80% d'entre eux, 80% des employés qu'on a sondés nous ont dit cette phrase-là. Je me sens comme un numéro. Ben, c'est ça. On a décidé de chercher pourquoi. Puis on vous a monté l'histoire d'Émile. Émile, qui est un petit peu un composite de différentes histoires. En fait, tous les commentaires qu'Émile va nous dire sont tirés d'une seule entrevue, sont tirés d'une seule personne dont on taira le nom réel. La personne ne s'appelait pas Émile. Et nous a dit les phrases suivantes. Nous a dit au départ, moi j'ai cru l'histoire des valeurs que prônait mon employeur depuis la création de la compagnie. On a une compagnie ici qui est grande, dont on taira le nom aussi, et qui est connu sur son marché pour avoir des valeurs fondatrices très fortes, pour avoir une tradition, une histoire qu'elle a à raconter, puis une vision du monde qui est particulière. Ces belles valeurs-là ont contribué à la création de l'entreprise telle qu'elle est, sur le marché, mais aussi sur le marché de l'emploi, hein, des belles valeurs d'entreprise, ben, c'est un outil de recrutement. Puis on a des candidats qui nous disent, ben moi, je l'ai cru, cette histoire des valeurs-là qui étaient prônées par mon employeur. Ça m'a encouragé à venir travailler là. On raconte un petit peu son histoire. On m'avait demandé de créer un département avec une vision d'un impact futur que moi, je pourrais amener à l'organisation. Moi, j'ai cru, disait Émile, pouvoir avoir un impact à travers mon rôle dans l'entreprise, pouvoir me réaliser à travers ça. Dans le fond, je croyais à la vision d'avenir que me proposait mon employeur.
Puis à mesure que les années sont passées, mais je me suis rendu compte déjà que j'avais embauché une personne dans mon département. Puis cette personne-là, ben, je l'ai formée. Puis éventuellement, ben, elle a eu des promotions. Puis elle est devenue maintenant ma superviseure. Puis il nous le disait, Émile, avec une certaine frustration dans la voix, frustration qu'on comprend bien. Tu as amené quelqu'un dans l'organisation, tu l'as formé et tout. Puis cette personne-là, après ça, va t'expliquer comment faire ton emploi. Ben, il n'était pas très heureux avec cette situation-là. Il nous a raconté l'histoire d'un collègue qui était décédé. Malheureusement, je ne me souviens pas pourquoi, mais il y a eu un décès dans son équipe. Puis dès le lendemain, ce collègue-là, la personne était remplacée au poste. Puis Émile nous dit, tu sais, on nous a même pas laissé une journée pour faire notre deuil de notre collègue. Dès qu'une personne quitte un emploi, on est obligé de la remplacer tout de suite. La performance, dans le fond, dicte des décisions comme celle-là, puis ne nous laisse pas comme employés l'espace pour faire notre deuil. Il dit, je ne me suis pas senti très respecté, je ne me suis pas senti en sécurité à travers ça. Et dis-moi, la réalisation à travers mon poste de travail, là, j'ai un petit peu mis une croix dessus. Moi, j'y crois plus. L'idée de créer un département, l'idée de créer de former des employés qui vont être une belle relève et tout, moi, ça m'intéresse de moins en moins. J'ai une job à faire, puis je viens pour faire ma job, puis gagner mon salaire. À tel point d'ailleurs qu'Émile nous disait, tu sais, être employé, là, ça m'intéresse de moins en moins. Moi, je ne veux plus rien savoir d'être un employé. Émile nous disait, tu sais, on lui demandait ses perspectives de carrière dans l'avenir. Il nous dit, ben, tu sais, être employé, là, c'est un gros bof. Je n'ai pas aimé ça. Je ne crois plus aux valeurs prônées par mon employeur. Je ne crois plus à la vision d'avenir qu'il me propose, à tel point que j'aimerais mieux me concentrer soit sur mon propre projet d'entrepreneuriat ou reprendre une entreprise qui existe déjà. On appelle ça du repreneuriat, hein, racheter une entreprise qui roule déjà. En tous les cas, Émile nous disait, moi, j'aimerais mieux être mon propre patron, puis gérer par moi-même mes propres valeurs au travail, ma propre vision de ce que je veux réaliser, parce que la phrase d'aujourd'hui, parce que je me sens comme un numéro. Euh, pour commencer à approfondir, qu'est-ce qui peut amener un employé à se sentir comme ça? Ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on regarde un petit peu les questions qui font l'identité d'une entreprise. D'où est-ce que les organisations, comment est-ce qu'on fait pour quantifier un petit peu ou décrire l'identité d'une organisation? Est-ce qu'il existe un système qui nous permettrait là, d'aller faire du ménage dans le concept, pardon, très abstrait de ce qu'est l'identité d'une organisation. On vous propose 4 questions qui vont mener notre discussion ici. Qu'est-ce qu'on fait dans notre organisation? À quoi on sert dans le fond? Hein? On fait quelque chose dans notre organisation, on a une mission, quelque chose à réaliser dans des tâches ou quelque chose où on apporte un produit ou un service. Bon, ben c'est quoi qu'on fait? Comment est-ce qu'on décrit ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sait comme organisation? Collectivement, les gens qui sont dans notre organisation, nos données qu'on a accumulées, tous nos savoirs collectifs, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on décrit notre savoir? Comment est-ce qu'on va décrire les liens qui nous unissent entre nous, hein? Nos lubrifiants sociaux entre nous, la raison pour laquelle on est tous membres d'une même organisation? Comment est-ce qu'on décrit cette appartenance-là? Puis, comment est-ce qu'on décrit ce qu'on veut devenir dans l'avenir, notre projet d'avenir d'organisation? Comment est-ce qu'on le décrit? Ça paraît des questions très vagues, puis je pense qu'il y aurait une réponse à chacune de ces questions-là pour chacune des organisations qu'on peut imaginer, hein. Toutes les organisations peuvent avoir leur propre réponse à ces questions-là. La raison pour laquelle on les considère sous la forme d'un système, c'est qu'en fait, à travers que faisons-nous, ce qu'on reconnaît, c'est l'approche de l'organisation en matière de savoir-faire. Avec les liens, troisième ligne, on a l'approche, les liens qui nous unissent, on a l'approche de l'organisation en matière de savoir-être. Qu'est-ce qu'on sait? Ben, c'est la façon dont l'organisation décrit notre savoir collectif, hein, notre dépôt de connaissances communes à travers tous les cerveaux de l'organisation et tous ses systèmes aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on veut devenir? Ben, c'est notre sens du devoir, hein, c'est ce qu'on veut réaliser dans l'avenir. C'est notre place dans la société, puis la place qu'on veut continuer d'avoir dans l'avenir, notre projet. Un projet d'organisation, en général, c'est pas supposé durer 2 semaines, c'est supposé d'être plus pérenne que ça dans le temps. Sur quoi est-ce qu'on base cette pérennité-là? Qu'est-ce qu'on veut devenir dans l'avenir? En fonction des réponses à ce genre de questions-là, Max Weber, il nous dit qu'il y a 3 types de réponses typiques. Il y a 3 types là, de réponses où toutes les organisations vont donner une réponse différente, mais on peut les classifier sous 3 modèles. Le modèle de Max Weber, il nous donne 3 identités organisationnelles. Puis les 3 identités, ben, c'est l'identité, on base nos
réponses sur la raison, le rationnel, donc le cerveau, hein, tout ce qui est logique. On base nos réponses sur une conception de notre tradition, d'où vient notre passé, puis qu'est-ce qu'on veut réaliser à travers ce qu'on a bâti dans le passé, puis la tradition qui nous, dans le fond, qui nous lie tout le monde ensemble. Et puis le charisme. Et puis le charisme, ben, c'est la vision d'avenir qu'on veut réaliser, la vision charismatique qui est engageante, qui donne le goût de participer au projet que propose l'organisation. Donc, les réponses en général, oui, vont être toutes différentes d'une organisation à une autre, mais vont aussi se retrouver parmi l'une de ces trois identités fondamentales-là, que sont la raison, la tradition, le charisme. Ce que je propose, c'est qu'on regarde un petit peu chacune de ces trois identités-là un petit peu plus en détail, en commençant par la tradition. L'identité traditionnelle est basée sur, au niveau du savoir-faire, la question du métier. Qu'est-ce qu'on sait faire? On sait réaliser notre métier. On est fier du métier qu'on a appris, de notre expérience, hein. L'expérience est au fondement de nos savoirs. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on a appris à faire. Souvent avec les mains, hein. C'est un métier qu'on travaille avec les mains. Moi, je cite souvent l'exemple de mon papa qui vient d'une famille d'éditeurs. Ils étaient éditeurs et lui accordait beaucoup, beaucoup d'importance aux outils qu'on utilisait à l'époque du 18e, 19e siècle pour produire des livres, pour construire un livre là, avec la reliure en cuir et tout. Ben, il y avait des outils de travail du papier, ça ressemble à un couteau à pizza, hein, qui est rond, puis des choses comme ça, des pinces pour le cuir, etc., pour travailler le cuir, pour produire un livre. Et la fierté du métier d'éditeur, de constructeur de livres, hein, s'exprimait chez mon papa à l'époque à travers cette notion d'expérience-là, d'avoir appris à utiliser les outils. C'est une expérience très tactile, très pratique, qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école, qu'on apprend en le faisant, une expérience concrète. Quels liens nous unissent? Si on regarde du côté du savoir-être, les liens qui vont nous unir, c'est les liens de notre communauté. On entend souvent ici des valeurs très familiales, des valeurs, on est comme une grande famille, moi, mes employés, c'est comme les membres de ma famille, des choses comme ça. On s'entend comme si on était des amis ou les membres d'une famille, ce qui crée une harmonie entre nous. Puis notre devoir, c'est de maintenir cette harmonie-là afin d'être pérenne. L'organisation dont l'identité est traditionnelle, doit maintenir cette harmonie-là entre tout le monde. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme valeur? On va retrouver des valeurs où la qualité prime sur la quantité, hein. Je donnais l'exemple du travail, par exemple, du cuir pour construire un livre. Bien, ça, c'est un exemple où la qualité est essentielle. C'est l'expression du métier passe à travers la fierté d'un travail bien fait. Avec la qualité, avec la fierté du métier, vient une loyauté envers l'organisation, une loyauté où, comme on est une communauté, on est comme une grande famille, bien, on est fier d'appartenir à notre communauté, à notre famille. On est loyal envers notre employeur, comme on peut l'être envers notre pays, envers notre famille, etc. Des fois, cette loyauté-là, cette fierté du métier entraîne parfois chez les gestionnaires un petit peu peut-être d'effet de paternalisme, hein. Ce qui vient avec les valeurs familiales, c'est le paternalisme où on va voir des fois que des employeurs, des dirigeants vont dire, moi je vais même citer un dirigeant qu'on a connu une fois dans un mandat de consultation qui nous disait carrément en ces termes-là, tu sais, moi, mes employés, c'est comme mes enfants. J'en prends soin comme ma famille. Ben, il y a un certain paternalisme dans le fait de reconnaître que ces employés, on les traite comme des enfants. Bon, je te rappelle qu'ils sont adultes et qu'ils sont capables de prendre leurs propres décisions aussi. Le défi ici dans l'identité traditionnelle, c'est de bien gérer la lente évolution du monde, hein. Le monde est en changement tout le temps, puis à travers ces changements-là, à travers les entrées et sorties de personnel, des choses comme ça, on est obligé de faire l'effort de maintenir l'harmonie au sein de notre communauté pour maintenir la loyauté, les valeurs familiales fortes qui font la beauté de l'identité traditionnelle. Passons maintenant à l'identité charismatique. Le charisme repose sur une vision qui vient généralement d'un leader qui va être hors du commun. C'est souvent le défi de ces organisations-là qui ont une identité plus charismatique. Le leadership très fort qu'on appelle transformationnel. Un leadership transformationnel, c'est quoi? C'est un leader qui va nous dire, si tu viens avec moi, ensemble, on va transformer le monde, on va bâtir quelque chose qui n'existait pas. On a ce sens d'être plus grand ensemble qu'on ne l'est séparément.
1 plus 1 fait plus que 2, si on veut, vu comme ça, parce qu'ensemble, on a cette possibilité de créer l'avenir, hein. Notre devoir est d'être créatif et à travers cette création-là, d'amener quelque chose de nouveau dans le monde. Ce quelque chose de nouveau est au niveau de la réalisation de notre vision. À quoi on sert, là? Notre savoir-faire est basé sur la vision qu'on a, qu'on veut réaliser. On cite souvent des organisations comme Tesla, comme Apple, qui ont des identités charismatiques où la vision de ce qu'on veut faire avec notre produit ou notre service contribue à rendre le monde meilleur. C'est une vision aussi grande que ça, au moins dans l'idée. Au niveau du savoir, notre savoir, de quoi est-ce qu'il se compose? Mais il se compose de notre imagination, notre capacité d'imaginaire collective, tout le monde ensemble, comme membre de l'organisation. Qu'est-ce que l'équipe est capable d'imaginer? Ben, c'est ça qui permet à l'équipe d'être créative et de créer ce nouveau monde, de réaliser cette vision-là. Pourquoi est-ce qu'on parle après ça au niveau du savoir-être, de la fusion? C'est qu'on a généralement dans ces organisations-là un leader qui prend beaucoup de place, hein, dont on disait il est hors du commun, il est un petit peu plus grand que nature. Généralement, quand on connaît une entreprise, on nomme l'entreprise. Ah, moi je sais c'est qui le dirigeant fondateur Apple. Ah, Steve Jobs, bon, on le reconnaît rapidement. C'est ce genre de leader hors du commun qu'on a envie de connaître, qu'on a envie d'accompagner dans la réalisation de sa vision, qu'on a envie quelque part d'émuler aussi à travers notre comportement, hein. On avait à l'époque de Steve Jobs chez Apple des employés qui rentraient, des nouveaux employés qui rentraient, qui observaient que Steve Jobs pratiquait ce qu'on appelait ce qu'on appelle encore d'ailleurs le juicing, hein. Il prenait des smoothies le matin de fruits et légumes comme déjeuner. Puis, ben, c'est quoi? C'est peut-être intelligent. Dans le fond, je pourrais essayer mes propres smoothies le matin. Puis, tu sais, j'observe que Steve Jobs, il vient, je ne sais pas si c'est son cas, mais disons, j'observe que mon dirigeant, il vient en vélo au travail tous les matins. Ben, sais-tu quoi? Ça me donne le goût d'abandonner l'auto, puis de faire l'exercice, et puis de venir au bureau en vélo, moi aussi. Je trouve ça cool que mon leader fasse ça, puis j'ai envie d'émuler un petit peu ses comportements. Steve Jobs est très connu pour ses cols roulés, hein, ses chandails cols roulés. Ben, chez Apple, surtout les dirigeants, des gens, bon, à une époque, on voyait beaucoup de gens porter le col roulé. Dans le fond, ils sont un petit peu le modèle de Steve Jobs à leur image. C'est ça, quand on parle de fusion, c'est ça qui unit, hein, le sentiment de communauté qui passait dans la logique, dans l'identité traditionnelle à travers la communauté, les valeurs familiales. Ici, passe à travers l'image, les comportements, les valeurs de notre leader et la fusion de chacun à ces comportements, à ces valeurs-là. C'est pour ça qu'on parle de fusion. Parlant de valeur, à quelle valeur est-ce qu'on peut s'attendre dans une organisation comme celle-là? Bien, c'est une organisation qui va être au service d'une cause, laquelle, bien, ça dépend de sa mission, hein. Chacune des organisations a une cause qu'elles défendent, que ce soit à but lucratif ou non, hein. Chez Apple, on est dans un contexte à but lucratif et on a une cause à défendre quand même, qui est l'accessibilité à la technologie pour rendre le monde plus meilleur et plus accessible pour tout le monde, qui valorise à travers cette cause-là des programmes comme l'accès à l'éducation, des choses comme ça chez Apple, des programmes comme le soin qu'on porte chez Apple à l'expérience utilisateur, hein, aux interfaces des produits pour les rendre aussi simples que possible. Ben, nous, on aime ça parce que c'est simple, c'est design, mais le but, dans le fond, c'est servir la cause de l'accessibilité de la technologie à tout le monde, hein. L'union autour du leader, on en a parlé, ça fait partie des valeurs fortes de l'organisation. Mon leader a des comportements. Ça me donne le goût de suivre ces comportements-là. On a à travers notre vision un futur qu'on désire créer. Il y a quelque chose là qu'on veut, cette vision-là du monde qu'on a n'est pas encore réalisée. Puis notre mission comme organisation, c'est de la réaliser, c'est de créer ce futur-là, de le rendre possible. Je reste sur Apple, Steve Jobs dans les années 70, quand il a fondé Apple Computer, avec pas de S, Apple Computer, il disait, moi, je rêve de voir des salles de classe dans des institutions, des établissements d'enseignement, des salles de classe dans lesquelles tout le monde aurait un ordinateur devant eux, puis tout le monde pourrait travailler directement avec un ordinateur parce que c'est un tel outil de productivité, ça changerait complètement le monde de l'éducation si tout le monde avait un ordinateur devant eux. Années 70, il fallait, on va dire, avoir de l'imagination pour y croire, parce que les ordinateurs, c'était quelque chose d'énorme. De nos jours, quand je raconte cette anecdote à mes étudiants à l'université, ça les fait sourire parce que devant moi, j'ai 60 derrière d'écran d'ordinateur devant moi. Tout le monde a son ordinateur. Cette vision-là, c'est réalisé. Le futur qu'Apple désirait créer à l'époque de sa fondation
a été réalisé, la vision s'est réalisée. La vision a évolué, est toujours en cours de route, mais il y a plein d'éléments comme ça qui se sont réalisés. Puis quand on parle de futur à créer, on parle d'un effet visible socialement comme celui-là. Ça demande une certaine prise de risque. La position de Steve Jobs à l'époque, c'était pas donné d'avance que ça fonctionnerait. Cette prise de risque-là fait partie des valeurs d'une organisation dans l'identité charismatique. Il faut savoir prendre des risques pour réinventer le monde, pour être différent. Il faut être différent aussi parce que ce n'est pas dans les organisations qui existaient déjà où cette vision-là n'était pas présente qu'on aurait imaginé, qu'on aurait créé les innovations qui étaient nécessaires pour réaliser cette vision-là. Ça demande d'y croire, ça demande d'être prêt à prendre des risques, ça demande de savoir être différent, être créatif, c'est aussi inventer des choses différentes de ce qui existe déjà. Passons maintenant à l'identité rationnelle. Dans le monde de la raison, qu'est-ce qu'on fait? Notre savoir-faire, sur quoi il se base? Bien, il se base sur des tâches qu'on a à réaliser, qui sont probablement écrites dans une description de tâches. Puis ces tâches-là, c'est ça la somme du travail qu'on fait. Si on réalise notre mission comme organisation, ben, c'est parce que tout le monde aura réalisé les tâches qu'ils ont à faire dans leur quotidien. La somme de la réalisation de toutes nos tâches entraîne la réalisation de notre mission. On est dans le domaine de l'objectivité au niveau des savoirs, c'est-à-dire que les savoirs qui résidaient dans notre expérience, dans l'expérience du travail du cuir, par exemple, l'expérience qui réside dans mes mains, dans mes années de travail, ou l'expérience de créativité, notre imaginaire potentiel collectif, cette fois-ci, notre savoir réside dans des données précises, mesurables, objectives et concrètes, dans un jeu de données qui va probablement pouvoir rentrer dans un tableau Excel de manière efficace. On est dans le domaine de l'objectivité. Si on est dans le domaine de l'objectivité, alors quel lien nous unit entre nous au niveau humain dans l'organisation? Ben, c'est notre contrat. Moi, j'ai signé un contrat pour venir travailler dans une organisation, ben, c'est ce contrat-là qui est le lien qui m'unit à l'organisation. On n'est pas dans des valeurs familiales, on n'est pas dans la fusion avec un leader qui m'inspire, qui me donne envie d'être comme lui. On est dans le respect d'un engagement transactionnel, on est dans le domaine du leadership transactionnel. La transaction fondamentale qui lie l'employé à l'employeur, ben, c'est son contrat de travail, c'est le contrat. Ce contrat-là prévoit des clauses de ce qu'on considère comme étant l'efficacité. Donc, au niveau de ce qu'on veut réaliser, notre devoir dans l'organisation, bien, notre devoir, c'est d'être efficace. Être efficace comment? Bien, être efficace dans la réalisation de nos tâches. Ce qu'on veut relever comme défi dans les organisations dont l'identité est rationnelle, c'est d'être aussi efficace que possible grâce à un système de règles, de réglementation, hein, de normalisation aussi standardisé que possible. Plus on a des règles efficaces, plus on va gérer les humains dans un système objectif pour permettre que tout le monde réalise ses tâches de manière aussi efficace que possible. Ce qui entraîne quoi comme valeur? Bien, les valeurs de spécialisation, spécialisation des tâches, spécialisation des processus qu'on a à respecter. Qui dit processus, qui dit contrat, dit des règles à suivre, des procédures à suivre. Donc, ces procédures dans l'identité rationnelle vont être documentés, vont faire l'objet de documents objectifs, hein, qu'on peut lire, qu'on peut consulter, qui sont les mêmes pour tout le monde. L'information est objective, elle est la même pour tout le monde dans les procédures. On est tous unis, pas autour de valeurs familiales, pas autour d'une vision, mais autour d'un but, d'un objectif mesurable, et nos objectifs, justement, se mesurent. On est dans le domaine des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et à la fois, on dit timely ou temporalisé, c'est-à-dire qu'on a un cadre temporel précisé. Quand ça se mesure, quand c'est objectif, c'est une donnée qu'on peut observer, on est dans le domaine de la raison. Donc, on a ici trois identités organisationnelles à travers leurs valeurs, à travers leur approche de ce qu'on fait dans le travail. Quand on observe une organisation, quand on l'étudie dans un contexte, par exemple, de consultation, à travers les réponses aux 4 questions qu'on proposait tantôt, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qui nous unit tout le monde ensemble, puis à quoi est-ce qu'on sert, c'est quoi notre devoir, bien, on est toujours capable, dans le fond, d'aller positionner une organisation à travers l'une de ces 3 identités-là. De manière plus concrète, 3 identités, c'est aussi 3 modèles de gestion. 3 modèles de gestion, 3 façons d'être un gestionnaire, un administrateur d'une organisation, pardon, comme celle-là.
Les trois modèles de gestion, ben, c'est l'autorité, la sagesse, le leadership. L'autorité formelle, on est dans le domaine de l'identité rationnelle, dans l'objectif. Quand j'ai une autorité qui est objectivement vérifiable à travers mon contrat de travail, à travers l'organigramme de l'entreprise, ben, j'ai une autorité qui m'est conférée par ces outils formels-là. Cette autorité me permet d'adopter un style de gestion directif, de commander mes employés, c'est-à-dire de donner des ordres, hein, de donner des tâches précises, entraîne le respect de la hiérarchie. Donc, l'organigramme est déterminé, la hiérarchie doit être respectée et le travail se base sous une conception des liens entre nous qui passe par le contrat. Dans la logique, dans l'identité traditionnelle, le gestionnaire va plutôt adopter une posture de sagesse plutôt que d'utiliser son autorité conférée par son rôle, par des contrats, des procédures, etc., ou par la hiérarchie. On va plutôt valoriser le rôle du leader à travers son éthique personnelle, son intégrité, à travers sa capacité de respecter la fierté du métier de chacun des employés, à travers ses valeurs familiales en particulier. Ce qui va amener une posture plutôt qu'une posture de commandement, mais une posture plutôt de consultation des employés ou dans une organisation dont l'identité est traditionnelle, ben, le gestionnaire va plutôt consulter ses employés tout en prenant éventuellement sa propre décision par la suite, mais va être plus ouvert à la consultation. Ce que l'autorité de l'identité rationnelle permet moins parce que ben, la consultation, ce n'est pas écrit nécessairement dans ta description de tâche. Et si ce n'est pas écrit dans la description de tâche, ben, ce n'est pas pertinent. Au niveau de l'identité charismatique, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment le leadership, la question du leadership à travers l'intuition, à travers le consensus qu'on va essayer d'amener chez nos employés, à travers un besoin d'innover également. Quand on pense à des organisations là, dont les salles de conférence sont remplies de tables de ping-pong, des choses comme ça, on est au niveau de cette participation active des employés, on est au niveau de cette innovation, au niveau des formes de travail de l'organisation des équipes. Ce qu'on cherche, dans le fond, c'est à créer un consensus autour de tout le monde, auprès de tout le monde, de tous les employés, autour de notre vision qu'on désire réaliser. Les identités traditionnelles et charismatiques, hein, ces deux identités-là qui sont fondées sur une approche de gestion, soit basée sur la sagesse ou sur le leadership personnel du dirigeant, ces identités-là sont très communes dans nos organisations. En fait, moi, ce que je proposerais, c'est qu'elles sont communes, en particulier dans les jeunes entreprises. Les jeunes entreprises qui ont été fondées, soit une entreprise familiale. Quand on dit déjà une entreprise familiale, le mot le dit, on est proche des valeurs familiales de l'identité traditionnelle. On est proche de la fierté d'un métier qu'on a choisi. Quand je bâtis une start-up technologique et je suis fier de la vision de ce qu'on veut réaliser avec notre logiciel, ben je suis aussi dans une logique charismatique où je veux bâtir quelque chose de nouveau, je veux créer quelque chose de nouveau. Les identités traditionnelles et charismatiques sont souvent une force, un moteur de création d'un nouveau projet d'entreprise, soit à travers la fierté du métier, soit à travers la vision de quelque chose qu'on veut créer qui n'existe pas encore. Donc, ces identités-là sont très communes dans les jeunes entreprises. Malgré le mot traditionnel dont on pense qu'il voudrait dire que c'est des vieilles entreprises, en fait, c'est très commun dans des entreprises qui viennent, même si l'entreprise n'a pas d'histoire, elle se base sur une tradition du métier, une tradition familiale, quand même, malgré son histoire très courte là, de jeune entreprise. À mesure qu'une entreprise va grandir, par contre, ça demande d'instaurer des processus, ça demande d'instaurer des règles, des contrats, ça demande d'exiger, de mettre en place des exigences de productivité, de mettre en place des mesures de contrôle de notre productivité. En fait, quand on grandit dans une entreprise, on est obligé d'adopter des outils qui sont plutôt reliés à une identité rationnelle qu'à une identité traditionnelle et charismatique. Si je pense par exemple à un exemple que j'utilise parfois à l'université, c'est pensons à un jeune étudiant
jeune vingtaine, qui est en vie, là, peut-être d'aller chercher un emploi, qui décide de travailler. Il habite dans un petit village en Beauce, par exemple, puis il dit, sais-tu quoi, je trouve pas d'emploi, j'ai pas envie de travailler chez Tim Hortons, chez Subway, chez McDonald's, etc. J'aimerais avoir mon propre emploi. Moi, j'ai appris à travailler, faire de la mécanique automobile avec mon père quand j'étais petit. Je vais fonder mon propre atelier de mécanique automobile. Il est fier de son atelier de mécanique automobile. Ses premiers employés qui vont venir dans son projet, quand il aura trop de contrats, parce que, ben, c'est dans un petit village, puis les contrats, ben, les gens le connaissent bien, fait qu'ils ont envie de lui confier leur véhicule pour des petites maintenances des entretiens de routine, des choses comme ça. Le poste de police le plus proche lui confie les voitures aussi parce qu'il est connu de l'équipe, etc., des choses comme ça. Il commence à aller chercher des beaux contrats. C'est basé un petit peu sur les valeurs familiales qu'on reconnaît de l'identité traditionnelle. Il est fier de son métier, il est fier de la qualité du travail qu'il offre sur les voitures sur lesquelles il travaille parce qu'il est fier de rendre service à sa communauté. On est dans les valeurs de la communauté, de l'identité traditionnelle. À un moment donné, il commence à avoir beaucoup de travail, puis il commence à être un peu débordé. Les semaines de 80 heures, ça va 2 minutes. Ben, plus que 2 minutes, ça va au moins 80 heures toujours. Puis à un moment donné, je me fatigue, puis j'ai envie de chercher un employé. Fait qu'est-ce que je vais aller chercher comme employé? Mon cousin, ma cousine, mon frère, ma soeur, un membre de ma famille. Ça maintient les valeurs familiales, ça maintient les valeurs proches de l'identité traditionnelle, ça maintient cette fierté-là d'appartenir à une communauté spéciale, cette communauté-là étant mon atelier de mécanique automobile que j'ai fondé. Puis à un moment donné, ben, je me rends compte que dans le village voisin, je commence à avoir pas mal de clientèle qui vient de là. Il y a un local qui se libère, j'aurais envie de le récupérer. Bien, j'ouvre un deuxième local dans le village voisin. Puis j'ouvre peut-être un troisième local, on a dit qu'on était en Beauce, disons à Sainte-Marie, par exemple, quelque chose comme ça. Et puis à un moment donné, ben, je me rends compte que je ne peux pas desservir aussi efficacement que je voudrais trois différents ateliers de mécanique automobile. Après tout, notre jeune fondateur, là, il est une seule personne. Il ne peut pas se diviser en trois pour être dans les trois ateliers de mécanique automobile. Il est obligé d'embaucher de plus en plus de personnes. Puis là, ben, il est obligé de ne pas superviser. Il peut toujours superviser un seul endroit à la fois, fait qu'il ne peut jamais superviser les trois ateliers en même temps. Fait qu'il y a des choses dont il ne se rend pas nécessairement compte au quotidien. Puis avec le temps, ben, il se rend compte qu'une vidange d'huile, ça ne dure pas le même temps entre deux ateliers, que les changements de pneus sont plus efficaces dans une succursale que dans l'autre, puis des choses comme ça. Puis il se rend compte que c'est pas juste. C'est pas juste parce que, premièrement, ça ne parle pas du même niveau de qualité qui est offert. Pour lui, c'est important d'offrir la meilleure qualité de service possible. Puis deuxièmement, ce n'est pas juste pour les clients, parce que les clients, dans le fond, ils sont un petit peu comme les membres de sa famille, puis il voudrait leur offrir le meilleur service à tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer ses procédures. Il va écrire ses processus, puis il va expliquer comment est-ce qu'on devrait faire, changement d'huile, les pneus, etc. Il va décrire ses processus de manière de plus en plus objective. Il va mettre en place des règles, il va mettre en place des exigences de productivité où telle tâche devrait pouvoir se faire en tant de temps pour qu'on puisse maintenir une certaine productivité, un certain standard de productivité entre les trois ateliers. Une fois que le standard de productivité est établi, ben, on est obligé de le contrôler. Fait que tranquillement, petit à petit, il va adopter des mesures de contrôle. Ces mesures de contrôle-là peuvent être liées à des primes sur le travail. Fait que là, il va mettre en place des contrats de travail de plus en plus formels. À mesure qu'il formalise le travail qui doit être fait dans ces ateliers, il s'éloigne de plus en plus de l'identité traditionnelle qui a vu naître l'entreprise et il adopte de plus en plus des outils d'identité rationnelle. Ça se fait un petit peu malgré nous dans une organisation. Ça se fait malgré nous à travers le fait que la croissance d'une organisation, quelque part, l'exige, demande qu'on soit aussi objectif que possible, aussi organisé que possible pour être aussi efficace que possible. Ça représente un changement d'identité, ça. Le problème, c'est que les employés, eux, ils continuent d'adhérer à l'ancien système. Les employés dans l'histoire de notre atelier de mécanique automobile, c'est toujours les mêmes employés, c'est toujours les mêmes membres de la famille de notre jeune mécanicien qui avait fondé l'entreprise. On instaure des KPI, les fameux KPI, les Key Performance Indicators, des mesures, des indicateurs de mesure. On commence à mesurer, contrôler le rendement de l'organisation, mais les employés, eux, ils sont encore attachés aux valeurs du passé, à la vision du futur qu'on voulait créer, dans ce cas-ci proche à l'échelle locale, dans la collectivité.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter que les employés se sentent comme des numéros? Mais en fait, quand on passe d'une identité à une autre, on perd un petit peu la valeur distinctive de nos acquis, hein. Plus on investit dans l'identité rationnelle, dans des outils objectifs, des contrats, des processus, des descriptions de tâches qui sont aussi clairs et déterminés, mesurables que possible, mais plus on s'éloigne de l'identité traditionnelle ou de l'identité charismatique que vue naître l'entreprise. Ça part d'une volonté d'être aussi concurrentiel que possible sur le marché, mais ça exige aussi d'adapter le discours, de l'équipe de gestion pour maintenir les acquis qui étaient présents dans l'organisation. Donc quand notre jeune, mécanicien là, qui a fondé l'atelier de mécanique automobile nous explique pourquoi est-ce qu'il veut mettre en place des outils de gestion, des moyens de mesure de la performance et cetera, ben, son discours ne peut pas être fondé que sur ce qu'il veut apporter, qui est lié à l'identité rationnelle, mais doit aussi rappeler les valeurs traditionnelles de l'organisation, l'importance de la communauté, doit maintenir la vision du monde qu'on veut créer. Dans le fond, maintenir les acquis au niveau de l'identité de l'organisation. Sinon, comment ils vont se sentir, les employés? Ben, c'est là qu'ils commencent à se sentir comme des numéros parce qu'ils commencent à voir que leur relation avec l'employeur est de plus en plus basée sur une description de tâches fixe qui peut leur convenir ou pas, hein. Souvent, on n'est pas à 100% en amour avec l'ensemble de notre description de tâches. Des tâches qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, que leur relation d'emploi est de plus en plus fondée sur le contrat, là où elle était soit fondée sur l'appartenance et l'envie d'être avec notre leader dans l'identité charismatique ou sur les valeurs de la communauté, l'appartenance à comme une grande famille. Dans l'idée traditionnelle, ça nous manque cette vision-là de cette communauté-là. On se sent de plus en plus rattaché à notre employeur uniquement à travers un contrat. Puis un contrat, ben, c'est souvent pas le genre de document qu'on aime le plus lire. Si j'avais le choix entre un contrat et une bande dessinée, souvent, ben, la bande dessinée paraît plus attractive. Donc, à travers des changements comme ceux-là, nos employés se sentent de plus en plus éloignés. En fait, de plus en plus comme des numéros. Ce qu'on observe, c'est que ça veut dire qu'ils se sentent de plus en plus éloignés des valeurs fondamentales, soit traditionnelles ou charismatiques, de l'organisation à laquelle ils avaient choisi d'adhérer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre ce genre de dérive identitaire, si on veut dire? Ben, on vous propose quelques comportements à encourager. Donc, déjà, quand on va mettre en place des unités de mesure, des fameux KPI, ben, les relier concrètement aux valeurs fondamentales, communautaires, traditionnelles et à la vision charismatique, imaginaire, créative de l'organisation qui existaient déjà. Ces valeurs-là, probablement, existent déjà dans l'organisation si on fait l'effort de les identifier, de les valoriser, et puis on va pouvoir ensuite les relier à nos points de mesure, nos points de contrôle, afin de leur donner une vie propre au-delà du simple chiffre qui va venir alimenter des données dans un système objectif, rationnel et formel, bien, leur donner une vie humaine à travers ces valeurs puis cette vision-là. Écoutez les employés, adopter un mode de gestion participative ou du moins consultative où on consulte les employés. Ben, un employé qui se sent consulté, c'est un employé qui sent qu'il appartient à l'organisation. Donc, quand on les écoute, quand on maintient un dialogue, une communication ouverte avec nos employés, on leur rappelle que nos valeurs fondamentales sont importantes aussi et qui sont un membre important à part entière et humain de l'organisation. Une personne qui est écoutée, qui se sent humaine, a moins tendance à se sentir comme un numéro. Intégrer la réalisation, l'appartenance aux valeurs de l'organisation, donc la sécurité financière, c'est une chose, hein. Le contrat répond très bien, un contrat rationnel de travail entre une organisation et un employé répond très bien aux besoins de sécurité. Nous, ce qu'on propose chez Escalon, c'est que la réalisation, le sentiment de réalisation personnelle, le sentiment d'appartenance à une communauté sont plutôt liés aux valeurs associées aux identités traditionnelles et charismatique. Donc, rappeler l'importance de développer le sentiment de réalisation professionnelle de nos employés et
rappeler l'importance de leur appartenance à la communauté que constitue l'organisation, ça nous protège aussi d'une approche trop formelle. Rappeler les fondements de notre culture, ce qui va avec relier les KPI aux valeurs et à la vision de l'organisation. Rappeler les fondements de notre culture, c'est aussi rappeler les idéaux sur lesquels on a basé notre organisation, hein, les idéaux soit traditionnels ou charismatiques, auxquels on voulait donner vie et qui ont alimenté notre culture. Quand on rappelle les fondements de notre culture, bien, on donne vie, on donne un sens profond aux procédures, aux contrats de travail, aux descriptions de tâches, aux points de mesure, de contrôle de nos systèmes. Puis le contrôle, je veux proposer aussi qu'il se fait non seulement par les chiffres, par des systèmes de mesure objectives, mais aussi par les normes sociales dans l'organisation. Donc, favoriser une culture, une ambiance de responsabilisation personnelle dans l'organisation, où les normes sociales de valorisation de la qualité, en particulier dans le travail effectué, la valorisation de l'effort ou de l'efficacité d'un point de vue humain, peuvent venir aussi appuyer des points de mesure d'un système qui est un petit peu déshumanisé là, ou avec des points de mesure dans un tableau Excel. Donc, les normes sociales peuvent venir complémenter des points de mesure, des indicateurs de performance aussi au niveau humain. Quelques comportements à éviter avant de terminer, bien, des objectifs, des KPI, des objectifs d'équipe qui favorisent la concurrence déloyale dans l'équipe. Donc, on va favoriser plutôt, on avait parlé dans un épisode antérieur de cascadage des objectifs. Si on fait un bon cascadage des objectifs du niveau collectif hein, sur l'ensemble de l'équipe jusqu'au niveau individuel, on favorise l'adoption de comportements chez nos employés qui vont amener l'atteinte de nos objectifs d'équipe, donc la collaboration sur nos objectifs d'équipe. Quand on a un cascadage qui est moins efficace, mais on favorise plutôt la concurrence entre nos employés ou ce qu'on va voir. Je ne sais pas si vous avez vu dans The Office, il y a un épisode dans lequel, bon, c'est les vendeurs, ils s'appellent Jim et Dwight. Jim et Dwight, hein? Puis Dwight reçoit un appel pour Jim, puis il dit mais il se rend compte que c'est un client, puis plutôt que de passer le téléphone à Jim, bien, évidemment, il garde la vente pour lui. Mais ça, c'est le genre de concurrence déloyale où ben, Dwight, il peut cocher une vente cette semaine. Jim a perdu sa vente alors que c'était un client qu'il connaissait déjà bien, avec qui il avait établi la relation de confiance. Bien, ça n'aide pas les objectifs d'équipe parce que ça fait une vente de plus d'un côté et une de moins de l'autre. Donc, on est au statu quo. Et puis finalement, ben, ça favorise un sentiment de concurrence qu'on appelle déloyale. C'est qu'une concurrence saine où on a envie de se donner des objectifs entre nous et de croître ensemble, c'est une chose, mais une concurrence où on se vole des clients, où on nuit au travail de nos coéquipiers, par contre, mais ça devient déloyal, non seulement envers nos coéquipiers, mais aussi envers l'organisation. Donc ici, pour obtenir des objectifs qui favorisent une concurrence saine plutôt qu'une concurrence déloyale, bien, ça passe par un cascadage des objectifs du collectif à l'individuel qui soit efficace. Justifier les décisions uniquement sur des règles, sur des procédures, sur des contrats est aussi un comportement à éviter. Donc, justifier nos décisions plutôt à travers un rappel des valeurs et de la vision de l'organisation permet de leur donner vie à ces décisions-là d'un point de vue humain. Faire passer le système avant les humains aussi, ce qui revient un petit peu au penchant à faire du contrôle par les normes sociales. Le système, il prend des points de mesure et il sort des chiffres, des indicateurs de contrôle de la qualité et de la quantité, de la performance et de l'efficacité de nos systèmes, de notre travail. Faire passer ce système-là avant les humains dans l'équipe, ben, c'est aussi favoriser que les employés, qui sont les humains, se sentent oubliés, se sentent un petit peu comme des numéros. Comment est-ce qu'on fait passer les humains avant les systèmes? Ben, en adoptant une approche où l'esprit l'emporte sur la lettre. C'est-à-dire que dans nos procédures, dans nos contrats, on a la lettre qui est écrite. L'esprit de ces documents-là devrait l'emporter sur ce qui est écrit, mais ça devrait permettre des interprétations, permettre des ajustements, des accommodements dans la mesure du raisonnable pour tenir compte de la réalité de chacun des humains en place. Moi, je me souviens d'une entreprise avec laquelle on avait travaillé où on avait fait passer le système avant les humains sur un point très
très précis, c'était les horaires de travail, où on avait dit, ben, tous les employés doivent pouvoir terminer à 17 heures. C'est une question d'équité envers tout le monde, puis c'est écrit dans le règlement que la journée de travail, c'est 8h30 à 17 heures, donc on est obligé de terminer à 17 heures. Ce qu'on avait oublié, c'est qu'il y avait une des succursales dans son village, ben, il y avait un seul CPE, centre de la petite enfance, donc une garderie publique, là. Et il y en avait juste un CPE, puis ce CPE-là, dans ce village-là, ben, il fermait à 5 heures. Fait que les employés devaient sortir un petit peu plus tôt pour ne pas arriver en retard avant la fermeture du CPE, ne pouvaient pas continuer de travailler puis être à leur poste jusqu'au moment de la fermeture du CPE. Ça les faisait arriver en retard par définition. Donc, la lettre dit que tous les employés doivent terminer à 17 heures. L'esprit, c'est un esprit d'équité. Ce n'est pas nécessairement équitable de ne pas être capable d'aller chercher ses enfants après une journée de travail. Donc, quand on fait passer le système avant l'humain, ben, on oublie ce genre de détails-là. Quand on favorise une approche où l'esprit l'emporte sur la lettre, ben, ça nous permet d'adopter un accommodement pour cette équipe locale-là, pour s'ajuster à leur réalité qui est spécifique. L'effet de silo, donc à éviter aussi, l'effet de silo, c'est quand il n'y a pas de communication entre les départements, on va favoriser des rencontres interdisciplinaires, des rencontres inter-équipes, des rencontres selon la méthode agile où on a différents experts de différents aspects des projets afin de favoriser un partage de la communication et un partage des informations au niveau humain, au-delà des silos qui sont déterminés par la hiérarchie, qui sont beaucoup plus strictes, beaucoup plus formelles. Puis une dernière recommandation, éviter un langage trop formel, les termes trop techniques, le domaine, ben, j'ai envie de nommer par exemple de l'ingénierie, le domaine législatif, juridique, le domaine. Il y en a beaucoup des domaines qu'on pourrait nommer qui ont un langage très particulier à eux. Dans le domaine du management, on a notre propre vocabulaire, puis on essaye justement dans ce genre de vidéos de briser ce langage trop formel-là pour créer un lien plus chaleureux, plus humain avec les gens. Puis ça, ben, c'est une chose qu'on peut faire concrètement dans notre organisation. Donc voilà pour les meilleures pratiques qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Nos questions habituelles, avec quel ressort repartez-vous? Je vous propose de nous laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et puis, ben, si vous avez envie de savoir ce que Escalon peut faire pour votre organisation, ben, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Ça peut se faire, soit toutes nos coordonnées sont déjà indiquées, ou encore ben, par commentaire aussi, juste en dessous de la vidéo. Notre prochain rendez-vous, ben là, on est à la fin juin. Ça a été la Saint-Jean justement hier. Il fait beau soleil, donc on a envie de prendre relâche pour l'été. On vous invite d'ici la rentrée de septembre à nous suivre dans nos réseaux sociaux dont vous avez les liens à l'écran et pour plus d'informations, escalon.ca. Donc, je vous remercie beaucoup et puis on se dit à bientôt.